OK, le sujet de la soirée, les conflits à l'origine de la survie. La survie, c'est lié à une perception. Il y a des gens qui ont une lecture de la survie très aiguë parce qu'ils ont un manque d'expérience. Et vous prenez une personne qui peut vivre le même type d'expérience et parce qu'elle a une lecture, disons, ajustée à une expérience personnelle et à une habilité peut-être même des fois naturelle, elle ne vit pas de survie. Vous allez voir des gens qui prennent des risques incroyables en ski, en toutes sortes de sports qu'on dit extrêmes. Et on voit même des gens les pompiers, les policiers, les émondeurs, qui font des expériences de travail qui exigent beaucoup de doigté, beaucoup de présence d'esprit et qui exigent surtout une bonne lecture du problème, du défi, du danger, etc. Et que dans cette lecture-là, ils vont dire, moi, ça me dérange pas, je vis ça, c'est normal. On pense, par exemple, à des gens qui grimpent sur des structures d'acier qui sont à 50, 60 étages, puis qui se promènent sur les pontons de métal, et puis qui n'ont aucun vertige, alors que d'autres seraient accrochés pour des années au poteau pour les retenir en cas où il y aurait du vent ou quoi que ce soit. Donc, c'est une question de lecture. Une personne a autant de problèmes de survie dans la vie qu'elle a un problème de lecture face à la solution à appliquer devant un problème. C'est dire à ce point que les problèmes sont relatifs d'une personne à une autre, parce que d'une personne à une autre, on n'a pas la même compréhension du danger, on n'a pas la même compréhension du risque et de la solution à apporter à la zone d'obstacle dans laquelle on est exposé. Donc, c'est quoi ça de la lecture? C'est un mélange d'intellect qui est développé par le biais de l'âme, sur un talent, sur une compétence quelconque. Et c'est également un mélange de perceptions qu'on qualifie souvent d'intuitif, que dans mon langage à moi, que j'associe plus au contact, à cette communication qu'on peut avoir de plans dits supérieurs qui vont manifestement faire pression sur l'ego pour qu'il agisse d'une façon différente de sa mécanicité naturelle, et qui vont souvent apporter des résultats imprévisibles et très efficaces parce que il y a des fois des espèces de limites à la mécanique, c'est-à-dire à l'aspect très stratégique de l'ego et qu'il doit, à certains moments donnés, dans des risques extrêmes, être manipulé par le biais du mental supérieur, c'est-à-dire le contact, pour échapper à des dangers. Je veux dire d'une autre façon, vous mourrez pas quand vous voulez. Votre mort est déjà marquée, et il y a déjà une destinée dans votre fin de vie, et conséquemment, votre lecture, même si elle est bien technique, peut, à un certain moment donné, être carrément neutralisée pour laisser passer un vent ou un souffle de lecture intuitive ou psychique pour vous emmener à faire ou à poser des gestes qui sont pas standards, qui sont pas mécaniques, qui sont pas quotidiens, pour vous éviter un danger crispant. Beaucoup de gens vont dire, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu comme le réflexe de ci ou de ça. Comme Gilles tout à l'heure qui nous expliquait une branche qui aurait pu couper la tête. Et puis, il s'est penché comme intuitivement, puis il a échappé à une mort certaine. Et ça, c'est une intervention qui vient d'un domaine du paranormal, si vous aimez mieux, ou qui vient du psychique. Conséquemment, la lecture qu'on peut avoir d'une situation ne peut pas être à 100% mécanique. On peut pas prévoir l'avenir avec une mécanicité. Il y a, à un certain moment donné, une question d'être très présent à ce qu'on vit et ne pas simplement anticiper le futur selon des paramètres passés. Il faut éventuellement sentir une vibration qu'on associe à un état de conscience qui est très, très en focus, qui est très, très présent, qui est totalement non lié au passé, et totalement non lié au futur, et qui nous fait agir d'une façon justement intuitive, psychique, associée aussi avec la mécanique, mais la mécanique devient totalement secondaire. Donc, un conflit à l'origine de la survie, c'est nécessairement un problème de lecture. Vous n'avez pas de conflit, vous n'avez pas de survie, si vous avez une bonne lecture. Éliminer le conflit, c'est savoir que quand on est limité au niveau de l'âme,
dans l'aspect mécanique de l'arme, c'est-à-dire dans l'aspect, on pourrait presque dire prévisionnel de l'arme, qui sait que mécaniquement, quand il applique tel ou tel geste, ça donne X résultat. Ben, si éventuellement, à un moment donné, ça dérape de cette lecture-là, qui est mécanique, ben là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un élément psychique, un élément intuitif, qui prenne en main le mouvement, la décision, la dynamique dans laquelle vous devez vous plonger. Et c'est ce qu'on appelle, ce que Bernard appelait, se mettre dans le vide, se lancer dans le vide. Fait que quand vous êtes dans le vide, c'est comme si vous suspendiez, c'est pas vous qui le faites, remarquez, mais c'est comme s'il y a un effet de suspension des aptitudes ou des talents de l'ego dans une mécanique quelconque. Et c'est comme, vous devenez copilote, et puis c'est votre source, c'est votre contact qui prend les commandes du mouvement pour vous mettre à l'abri d'un quelconque risque. Je pense que n'importe qui ici a su un jour que sa survie, il ne pouvait plus avoir de solution. Vous n'aviez plus de solution. Vous avez été au bout de tout ce que, on appelle ça faire ses devoirs, vous avez été au bout de tout ce qui était vos solutions personnelles, vos talents, vos compétences, vos crédits avec les gens. Vous avez utilisé votre réputation au maximum et ça débloquait pas. Il fallait vraiment qu'il y ait une intervention d'un ange ou d'une divinité, façon de parler, pour que ça débloque. Je vous dirais que plus vous êtes conscient, plus ça devient le pilotage automatique psychique qui s'occupe de vous et de moins en moins le pilotage technique, égoïque, qui cherche à avoir le contrôle justement sur le résultat futur. Votre grand conflit avec l'origine de la survie, c'est la recherche de contrôle dans la lecture. J'applique souvent, quand on prend une décision, j'applique souvent sur l'image de tu tires ta balle, tu lâches ta flèche, puis tu la laisses aller. Si tu ne ferais pas dans le target, tu en retirerais un autre. Jusqu'à temps que tu aies vidé ton carquois ou jusqu'à temps que tu aies vidé ton lot de balles. Mais cours pas après ta balle. Tu as pris une décision, assume la conséquence. Et le grand conflit chez l'ego, c'est de chercher à corriger la conséquence dans le mouvement. Attends que le mouvement soit fini, attends de recharger, attends de replacer ta vie dans un autre départ, puis dans l'autre départ, ben, tu t'ajusteras par rapport à la cible. Puis avec le temps, avec l'expérience, tu vas apprendre à laisser faire les choses. Tu ne cherches plus à contrôler tous les excès de mouvement, parce qu'il y a une crispation. Tu es très, très crispé quand tu cherches à contrôler les résultats, ou comment ça doit achever, ou comment ça doit finir. Puis c'est souvent dans ta lecture, il y a la décision et il y a aussi le résultat. Pensez à tirer à l'arc, ou à tirer une carabine, ou à tirer un pistolet. Une fois que vous êtes en ligne, puis le coup est parti, tu peux plus rien faire. La conséquence est dans la lecture que tu t'es faite de la cible. Point final. Donc, ta décision est simplement dans le coup que tu tires sur ce que tu vois. Dans ce que tu vois, la décision est déjà établie et le résultat automatiquement. Vous dites, j'ai fait une erreur, c'est simplement que vous avez tiré un petit peu en dehors de ce qui était votre objectif. Vous voulez souffrir de la vie? Donnez de l'importance à l'objectif. Vous voulez vous améliorer? Donnez-vous un objectif, mais donnez-y pas trop d'importance, puis concentrez-vous sur votre lecture. Si l'objectif a plus d'importance que votre lecture, vous ne serez jamais capable de lire. Parce que l'objectif va devenir tout votre fantasme. Tandis que la lecture, c'est là où la décision se prend. Il n'y a pas de décision autre que de bien lire. Une fois que vous avez bien lu, vous n'avez juste qu'à appuyer sur la détente. C'est-à-dire de dire « OK, j'y vais ». « OK, j'y vais », c'est se lancer dans le vide. L'ego veut contrôler la finalité. Impossible. Une fois que la décision est prise, tu es entraîné dans un jeu de choc en retour, dans un jeu de conséquences, qui est très occulte dans certaines situations. Tu dis à quelqu'un, je veux te marier. Tu dis devant le prêtre, au moment du mariage, non, j'ai changé d'idée. Même si tu penses que tu es libéré, tu t'es mis dans la merde. Parce que tu as pris une décision, tu as fait une mauvaise lecture, peut-être pour toi, mais au moment où tu te places dans la situation, tu te mets quand même, une fois que tu as affirmé que tu voulais te marier, tu t'es mis quand même dans un mouvement qui entraîne un engagement que tu peux pas défaire simplement parce que ton ego a peur. Là, tu es pris qu'un conflit de survie. Parce que tous les autres gestes qui vont être répétés dans un processus d'engagement vont être disloqués par une impression d'erreur.
Si tu étais psychique, tu dirais pas « j'ai fait une erreur ». Tu dirais « j'ai fait une mauvaise lecture, je vais le corriger ». Mais tu serais capable d'assumer pendant un temps le premier mouvement pour dire « bon, ben je vais aller chercher dans cette expérience-là ce qui m'est nécessaire et je corrigerai à un certain moment donné ». Mais une personne qui a trop de problèmes de contrôle sur l'ego, donc dans sa lecture de l'avenir, cherche à contrôler la finalité de ce dans quoi il s'engage. Impossible. Vous pouvez pas vous engager dans un mouvement puis contrôler sa finalité. Oubliez ça. Fait que si tu décides de te marier, tu peux pas décider du caractère de l'autre. Tu peux même pas décider de ce que tu vas être dans 10 ans. Parce que tu ne te connais pas dans l'expérience et l'expérience va te changer. Donc, tu es continuellement dans des paramètres inconnus et tu peux simplement faire de ton mieux. Et ton mieux, c'est comme tirer à la cible, c'est toujours essayer d'ajuster pour être dans le target à différentes distances, ça va de soi. Puis plus ta distance va être complexe à traiter, plus les risques d'erreur vont augmenter. Ça, tu comprends ça, il n'y a pas de trouble. Mais quand tu fais des engagements aussi profonds pour prononcer que, exemple, une relation de couple, ben, tu sais très bien que tu rentres dans une expérience où tes changements puis les changements de l'autre ne peuvent pas te garantir un avenir au moment même où tu commences ta relation. Problème de survie dans l'affectif, problème d'association. Parce que problème d'association, tu le mets sous restriction quand tu essaies de conditionner ton futur. Je veux être ça, tu peux pas le garantir. Donc, tu peux, dans une association, éliminer toutes les censures, éliminer toutes les restrictions, puis éliminer par conséquent toutes les tensions de survie. C'est quoi survivre? C'est pas être bien. Dans la vie, tu vis ou t'es mort. Il n'y a pas de nuance, là. Fait que si tu survis, c'est parce que tu es toujours entre la mort et la vie. Tu es toujours entre j'arrête et je continue. La vie étant un mouvement, la mort étant l'arrêt du mouvement. Fait que à chaque fois que tu hésites, que tu doutes, que tu t'engages pas, que tu te places pas pour vivre un vide quelconque, tu te fais mourir. Donc, tu meurs. Donc, tu te sens mourir. Donc, tu es mort parce que tu te penses arrêter à un moment donné. Dès que tu penses en termes de sentiment d'impuissance, tant que tu penses en termes d'incapacité, tant que tu penses en termes de « je serai jamais capable », tu es mort. Tu arrêtes le mouvement. Qui peut te donner la garantie que c'est fini? C'est pas ton ego certain. Ton ego, il est limité à l'essence même de son enfance. Il est limité parce qu'il n'y a pas d'expérience. On admire les gens qui ont de l'expérience. Mais les gens qui ont de l'expérience se sont jetés dans le vide. Ils ont pris un risque. Ils ont dit, bon, OK, je vais l'essayer, celle-là. Je vais essayer de vivre ce mouvement-là. Je vais essayer de vivre cette expérience-là. Puis à partir de là, ben, ils ont été obligés d'apprendre. Il y a des gens qui ont été obligés de s'associer pour comprendre des choses d'eux-mêmes. Un couple, c'est une longue expérience d'éducation mutuelle. C'est pas quelque chose que l'autre sait qu'il va t'éduquer. Tu rentres en relation, 99% du temps, c'est pour faire une famille, c'est pour avoir une sécurité matérielle, puis c'est pour avoir l'impression, finalement, que tu es supporté. Puis tu as bien des déceptions en cours de route. Tu te rends compte que tant qu'il y a un projet, il y a un intérêt, mais quand le projet est plus là, exemple, souvent la famille, c'est basé sur ses enfants. Quand tes enfants sont plus là, le mari, curieusement, il aime moins sa femme, ou sa femme en aura le bol de ses comportements. Puis ce qu'elle endurait pour les enfants, elle l'endure plus. Fait qu'automatiquement, c'est le projet qui établit l'association. Et c'est dans le projet ou dans la capacité de se renouveler d'un projet à l'autre qu'on élimine les restrictions. Tu sais, on dit, il est pas capable. Tout à coup, il est capable. Il te surprend. Il te donne une démonstration de quelque chose que tu pensais pas possible. Fait qu'il y a bien des choses qu'on essaye d'anticiper dans le futur qui restreignent nos restrictions, qui restreignent nos associations. Parce que on pense que dans le présent, on connaît tout de l'autre. Ou qu'on connaît tout de soi-même avec l'autre. Ou qu'on connaît tout de ce qui va être l'événement de la relation entre toi et l'autre. Faut être prétentieux en sacrement pour penser de même, tu sais. Parce que une association, c'est une partie de poker. Tu sais jamais comment est-ce que les cartes sont brassées, puis qu'est-ce que tu vas avoir comme main à jouer. Donc, un des éléments extrêmement pénibles de la survie, c'est des problèmes d'association où il y en a un qui restreint l'autre, où les deux se restreignent mutuellement, parce qu'ils ne trouvent pas le moyen ou le langage pour pouvoir se parler, pour se supporter mutuellement. Tu te supportes mutuellement dans une relation de couple, tu as mauditement plus de chances de t'en sortir que si tu cherches à détruire l'autre, à le miner dans sa confiance ou à réduire son potentiel.
Donc ça, c'est un autre gros facteur de survie où les conflits, vous le savez, sont toujours liés à des problèmes de raisonnement. Donc toujours encore là, à des problèmes de lecture. Une personne qui a un problème de structure de couple, c'est parce qu'il y a un problème de lecture. Une personne qui a une bonne lecture de ses associations, il sait ce qu'il a à donner, puis il sait aussi ce que l'autre peut y donner, dans l'immédiat. Puis il sait que ça fait un genre de recette X. Il sait pas l'événement que ça va créer, mais il sait que ça va donner une recette X. Mais il est aussi capable de plonger, donc de dire, OK, la personne, elle me complète bien là-dessus, moi je la complète bien là-dessus, ben ça garantit pas qu'elle mourra pas avant 6 mois. Tu sais, tu peux avoir des gens qui tombent malades après s'être associés dans une relation de couple, il y en a d'autres qui peuvent vivre tout ça l'affaire. Mais vous allez finir avec les années à dire, ça, moi je peux quand même vivre avec ça, je peux quand même vivre avec ça, je peux quand même vivre avec ça. Fait que les restrictions vont se poser quand il y a un sentiment d'impuissance ou une faille dans votre dynamique de vie. Vous êtes avec une personne, vous dites, moi personnellement, c'est la critique. Moi, quelqu'un qui rentre dans la maison là, puis qui commence à me miner là, sur le plan de la critique, je suis pas capable de vivre avec ça. Il faut que la personne elle s'en aille, elle risque de se faire couper la tête. Là. Fait que c'est absolu. C'est pas ça jeune, c'est ça plus vieux. Fait que vous avez des restrictions qui viennent sur le fait d'une impuissance ou d'une incapacité. Là, vous allez me dire, ouais, on peut-tu changer ça? Honnêtement, là, quand vous savez que vous pouvez pas changer certaines choses, vous pouvez prendre un risque, mais ça va être une grosse initiation. Ça va vous mettre en survie parce qu'il va y avoir des conflits tout le temps. L'idée, c'est d'éliminer les conflits. Fait que premièrement, si tu es capable de rentrer dans une relation puis savoir que tu vas avoir ça comme conflit, il faut que tu saches si le conflit, tu es capable de passer à travers. Si tu rentres dans une relation puis tu sais déjà que tel conflit, tu le contiens pas, ben, si tu rentres en initiation carrée, puis je suis pas sûr que tu vas trouver ça assez intelligent pour pouvoir endurer ça. Fait qu'il y a beaucoup de divorces qui se font parce que les gens, à travers un projet, ça a atténué beaucoup les jeux de restrictions psychologiques. Mais à un moment donné, le projet finit, le projet de la famille, le projet d'une construction, le projet de quoi que ce soit. Et puis là, ben, on se rend compte qu'à la fin de ce projet-là, il y a des traits de personnalité ou des traits de caractère qu'on ne supporte pas et que s'ils ne changent pas, il faut absolument s'éloigner de ça parce qu'on se détruit là-dedans. Vous me suivez? Mais le projet, lui, avait tendance à enrichir la relation mutuelle parce que tout le monde y trouvait son compte. Mais qu'à la fin du projet, une fois que les partages sont faits, les zones de restriction du comportement psychologique puis humain, ils sont plus dans des promesses, là. Ils sont dans « wow, on le vit comme ça, doit être là au niveau du temps présent. » Puis là, il y a un autre facteur de survie qui joue beaucoup, c'est l'importance qu'on donne à la mort. On donne à la mort ou à la fin des choses une importance qui est souvent surévaluée. Tu sais, personne sait, en tout cas pas grand monde, savent qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. On peut avoir des philosophies, on peut avoir des idées là-dessus, mais personne ne le sait. Fait que vous donnez de l'importance à quelque chose qui est absolument inconnu. Tout ce que vous pouvez affirmer, c'est que ça s'arrête au niveau du corps. Mais vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui se passe après la fin du corps. Donc, vous donnez une importance qui est totalement liée à de la forme. Donc, il y a un gros facteur de tension vis-à-vis de la survie, surtout les gens qui sont malades ou qui risquent de mourir pour une raison quelconque. Il y a beaucoup de zones de conflit qui sont encore un problème de lecture face à quelque chose d'inconnu. On vient toujours à un problème de lecture. Donc, on vient au fait qu'on donne de l'importance ou de la valeur à quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, vous allez me dire, ouais, mais quand t'es arrêté, t'es arrêté. Là, quand t'es mort, t'es mort. Ouais, quand t'es mort. Ça devrait déranger ceux qui te voient mort, mais ça ne devrait pas te déranger, étant donné que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Puis là, tu dis, ouais, mais si je vais en enfer, qu'est-ce que tu connais de l'enfer? Peut-être que l'enfer, c'est de vivre ici. T'as vraiment pensé à ça? Puis que tout ce qui va être de l'autre bord, ça va être mieux qu'ici. Tu le sais pas, là. Ouais, mais on nous a pas dit ça. On t'a pas dit ça, c'est de l'éducation, ça. C'est des idées. C'est pas nécessairement la réalité. C'est peut-être qu'il fallait te faire croire à quelque chose pour que tu puisses avoir cette peur-là pour travailler plus fort. Parce que si tu n'aurais pas eu peur de mourir, peut-être que tu aurais fait des affaires pour te développer, puis tu serais beaucoup plus rebelle à l'autorité. Tu sais? Quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, là, il dit que c'est pas une police avec un gun dans la face qui va lui dire « Hey, tu vas te mettre à genoux. » Si l'autre il dit « Écoute, tu sais, Chris, on va finir ça ici. » L'autre, il est un petit peu désarmé, c'est le cas de le dire, tu sais.
Regardez les dégâts que les espèces de kamikazes arabes sont capables de faire en n'ayant pas peur de mourir. C'est impressionnant quand même. Tu sais, tu prends un gars qui veut se faire sauter, là, puis il fait du ménage en maudit, là, avec un paquet de dynamite sur lui. Bon, je vous essaie pas de vous vendre qu'il y a rien là, mais j'essaie de vous faire comprendre que la valeur qu'on donne à ça, ça crée des craintes dans notre mental qui créent beaucoup, beaucoup de conflits vis-à-vis de la survie. Parce que quand vous êtes au bout du rouleau, réellement, vous avez été au bout de ce que vous pensiez que vous étiez capable de faire. Vous devriez être capable de regarder la fin d'une situation comme c'est pas grave. Tu sais, mettons, je sais pas, Lise a commencé à étudier à la flûte. Puis là, au bout de, 5 ans d'études de flûte, elle en sait quand même un petit peu, mais pas assez pour faire la place des arts. Puis, si elle est capable d'accepter que jamais de sa vie, elle fera la place des arts avec sa flûte, mais que ça a été un bon moyen de se développer, ben, faire mourir le projet est pas trop grave. Mais si tu te fais l'idée que de pas faire la place des arts après 5 ans d'études ou 10 ans d'études, c'est la fin du monde, tu mérites pas de vivre, wow, là, c'est grave. C'est comme si je vous disais, en gros, la vie que vous avez, c'est la vie qui devrait vous satisfaire. Puis que si vous êtes toujours en train de rechercher une espèce d'absolu ou de situation plus haute ou plus grande que les autres tout le temps, ben, vous risquez d'être en sérieux problème. Mais une personne qui a beaucoup, beaucoup d'ego va toujours se donner des objectifs souvent très difficiles à atteindre, voire même impossibles à atteindre, comme pour se donner une forme de motivation. Mais si vous en arrivez à vivre une vie beaucoup plus psychique, donc beaucoup plus occultée, si on peut dire, c'est pas les objectifs qui vous motivent, c'est de sentir la vie qui vous motive. C'est que tout ce qui vous fait vivre de la vie, tout ce qui vous met en mouvement, est suffisant pour engager dans votre présent une sensation de plénitude que vous recherchez au niveau de l'ego dans un résultat formel, un résultat de forme, un diplôme, une reconnaissance publique. Fait que moi, je considère que ce qui me passe dans le cadran, c'est extrêmement intelligent. Puis quand je regarde le genre de vie qui me font vivre par rapport à l'intelligence qui me passe dans le système, par le biais du contact, je me dis, ouais, il s'occupe pas trop de moi au niveau de la forme. Par contre, il s'occupe énormément de moi pour que j'aie tout ce qu'il faut pour avoir la bonne santé qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire. Les autres, sachant, c'est des bases de 100, 150, 500 ans, qu'est-ce qui doit être fait? Ben, s'il faut que tu sois un grain de sable à un temps X d'une époque pour faire une mise en vibration qui va servir pour des raisons que je sais pas, ben, pourquoi pas? Pourquoi l'ego voudrait que ça soit plus grand que, puis plus vite que, puis que ça se fasse en 1998 ou que ça se fasse en 2005 ou en 2010? Ça, c'est l'ego qui se mêle de quelque chose qui n'a pas de ses affaires. Mais si vous le regardez simplement au niveau de ce que ça doit faire, pour vous, c'est-à-dire vous gardez en équilibre, merveilleux. C'est comme si je vous dirais en gros, tout ce que vous voulez, si vous le voulez égoïquement, vous ne l'aurez pas. Puis tout ce que vous voulez sur une base psychique, vous êtes sûr de l'avoir. Parce que les forces de vie ne nourrissent pas l'ego. Ils mettent en initiation l'ego. Mais les forces de vie vont développer la vie. Fait que si ce que vous n'avez pas au niveau de l'ego, ça vous choque, c'est parce que vous êtes en initiation. Mais si ce que vous voulez, parce que c'est un besoin, puis que c'est pas quelque chose qui est un objectif égoïque, qui est simplement un besoin, tout simplement, c'est sûr que vous allez l'avoir. Ils vont vous donner tout ce qui est nécessaire, mais ils vous donneront jamais une satisfaction égoïque. Ils vont vous le donner si vous avez beaucoup d'ego, accompagné d'une grande déception, mais ils vont essentiellement vous donner au niveau de l'ego, quand vous êtes psychique, ce qui est nécessaire pour que l'ego puisse rester équilibré dans les multiples mises en vibration que vous allez avoir. Donc, il y a beaucoup de la survie de l'individu qui est accordée à l'importance qu'il accorde à un résultat ou à une finalité. Et puis ça, c'est évidemment polarisé. Puis quand c'est polarisé, ben c'est exposé à la déception. La déception, c'est la libération de l'ego sur un excès d'intérêt à un objectif ou un excès d'importance accordée à un objectif. Comme tout objectif formel, dans la forme, si vous aimez mieux, doit atteindre éventuellement sa finalité, donc sa fin, donc sa mort.
ben, l'ego est toujours placé à une déception parce que les choses doivent finir. Fait que s'il donne beaucoup d'importance à la mort, c'est parce qu'il a peur de perdre. Puis la peur de perdre est directement proportionnelle aux objectifs que vous avez. Il y a des gros objectifs, une grosse projection dans le futur, c'est sûr que vous allez vivre une grande déception. Par contre, si vous traitez la vie à partir de qu'est-ce que les forces veulent, vous devez vous rendre compte que vous êtes dirigé dans la vie pour être à tel endroit, avec telle personne, avec tel groupe de personnes, selon les conditions que les forces veulent que vous soyez là. Et les gens qui ne sont pas là, ils ne vous font pas vivre du rejet. Ils sont simplement plus dans la même pièce de théâtre que vous. Ils vous ont donné la réplique pendant un certain temps. Puis à un moment donné, à la fin de leur réplique, ben, il fallait qu'ils sortent, puis vous continuez à faire le théâtre à un autre niveau ou dans vos propres registres. Ou c'est peut-être simplement vous aussi qui avez fini votre réplique avec la personne qui devez vous retirer de la relation. Si vous ne donnez pas encore là d'importance au fait d'être la vedette, ben là, à ce moment-là, vous allez être correct, vous allez passer d'une pièce de théâtre à l'autre, donner votre série de répliques, puis vivre une belle vie. Mais la recherche constante d'être premier, ça rend fou. Et toute personne qui vise tout le temps à être premier sur une base égoïque vient fou. Parce que tu peux pas contrôler la vie. La vie, c'est elle qui te contrôle. Moi, si j'étais dans l'objectif d'être le premier, j'aiderais fou. Vous sauriez même que je suis en train de devenir fou. Parce que vous verriez que je donne trop d'importance à ma personnalité puis pas assez à mon identité. Alors que l'identité n'a pas d'importance à donner, ça se développe au fur et à mesure que tu fais face à des obstacles. Mais si tu donnes beaucoup d'emphase sur ta personnalité, le qu'est-ce que t'as l'air, comment que le jeu, pas capable de prendre le rejet, puis papa, on peut pas te parler d'une certaine façon, tu vas venir fou. Je vous fais la prévision. Parce que c'est un élément de conflit avec la vie. Donc, c'est quelque chose qui vous met en survie. Vous allez avoir des problèmes d'opération dans l'action. Vous avez des problèmes d'association parce que vous allez mettre tellement de restrictions à vos relations qu'il reste qu'ils sont pas capables de vivre avec vous autres. Puis vous allez donner tellement d'importance à la mort et à la finalité des choses que vous allez vouloir être un roi, quelque chose d'inoubliable à la fin de votre vie. Oubliez pas que les gens qui ont réussi à marquer l'histoire, c'est pas nécessairement des gens qui ont voulu marquer l'histoire. Ils ont marqué l'histoire parce que l'histoire est venue les récupérer quelque part dans le temps, là. Fait que ça, c'est un autre des facteurs qui crée beaucoup de tensions de survie. Et le dernier point, la survie, c'est directement proportionnel à l'instinct. Grosse sexualité, grosse survie. Grosse tension affective dans le sens de vouloir être propriétaire, être possessif ou quoi que ce soit. Jaloux, vous êtes jaloux. Jaloux, c'est directement lié à l'instinct. Gros problème de survie. Vous êtes un être qui est tiraillé constamment en relation avec votre environnement qui vous échappe ou qui vous appartient. Vous allez tout mesurer en termes de « on m'aime » ou « on m'aime pas ». Vous allez tout mesurer en termes de « je suis à lui » ou « je suis à elle » ou « je suis avec » puis ça m'appartient. Le territoire, vous regardez l'animal, moi j'en ai pas mal chez nous, du chat, ils roulent à l'instinct, mais ils ont peur de tout aussi, là. Ils voient un chien, un matin, il y a 3 chats qui ont vu un chien, je te dis que ça courait pas mal. Ils savent même pas si le chien va être mordre. Le chien, moi je sais qu'il y a un chat avec le chien. Avec le chien, il est déjà habitué au chat. Mais pour l'animal, par instinct, si tu te fais courir après toi par quelque chose de plus gros, ça veut dire que tu vas mourir. Fait que l'instinct, il est lié à un problème de survie. Mais les animaux, on le sait, ont des problèmes de territoire. Dans le sens que chaque animal établit son territoire, puis l'autre n'a pas le droit de rentrer dedans. Je me dis, ouais, mais il en faut un territoire. Oui, d'un point de vue humain, parce que tout le monde est animal, il faut un territoire. Mais si le monde était tout psychique demain matin, les gens sauraient qu'ils vivent une vie par séquence. Donc, ils habitent un espace, un peu comme un motel. Tu habites un espace pour un besoin spécifique à un temps donné, dans un endroit donné, puis que quand tu pars du motel le lendemain ou la semaine d'après, ben, il y a un autre qui va arriver dedans. Ça te dérange pas, ça, bizarrement. Mais quand tu deviens propriétaire, la notion de propriété installe automatiquement une zone de survie. T'es propriétaire, tu te fais voler, c'est grave. T'es locataire, tu te fais voler, bon, c'est pas grave. La gravité diminue quand la propriété disparaît. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'en finalité, si on en comprend, c'est quoi un problème de survie?
c'est qu'un problème de survie, c'est de l'instinct affectif, c'est émotif, c'est polarisé. Puis ça vient brouiller les cartes ça vient brouiller les cartes de la vie parce que ça modifie la lecture. Vous avez une perception territoriale, vous avez automatiquement une perception limitée. Vous éliminez du territoire, il n'y a plus aucune vision, il n'y a plus de limitation. Vous êtes Québécois. Vous êtes Québécois quand vous allez dans un autre pays, vous le savez que vous êtes Québécois, parce qu'il y a une différence de culture, une différence de parole, une différence de ci, une différence de ça. Vous êtes au Québec, vous n'avez pas de lecture spécifique d'être Québécois. Amène le Québec au complet dans d'autres pays, ramène-le au Québec, ils vont avoir une lecture d'être Québécois qui est drôlement différente que celui qui est resté dans son territoire toute sa vie, puis qui se débat instinctivement à protéger une sorte de terrain, de droit d'ancienneté, puis ci, puis ça. On n'est plus présentement avec les histoires de règlement raisonnable, là, comment ça s'appelle? Accommodement raisonnable. Les gens qui ont beaucoup voyagé, c'est pas grave. Les gens qui n'ont pas beaucoup voyagé, c'est qu'on se fait voler notre terrain, on se fait voler notre patrie, on se fait voler notre culture. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a une lecture plus prise? Moi, je vous dirais, c'est pas compliqué. Un Noir qui s'en va dans le Grand Nord, c'est bien plus dur pour lui que pour vous autres. Fait que laissez faire la culture, la température s'en occupe. Tu sais? Déjà, d'être capable de vivre à Montréal, c'est pas pire. Ils ont toute une sucre à la tête. Tu as remarqué? Pourquoi? Parce que l'instinct de survie dans le froid, ils l'ont pas développé quand ils étaient jeunes. Hein? Fait que, s'ils réussissent à passer à ça, c'est dur pour l'instinct criminel de se faire refroidir le même. Fait que l'évolution de la survie, elle dépend beaucoup des terrains qu'on habite, beaucoup de l'espace qu'on habite. Fait que si tu es capable de t'adapter à des zones territoriales avec tout ce qui se passe au niveau de température, au niveau des moustiques, au niveau de tout ce que tu as, ben, tu as un droit d'exister sur cet espace-là, si tu respectes des règlements ou des ententes qui se sont faites avec le phénomène ancestral. Tu sais, les gens qui ont développé des lois à l'intérieur d'un territoire donné, il y avait des raisons de se faire ça comme ça, parce que c'est développé des mentalités avec les siècles. On n'a pas besoin de s'inquiéter de qu'est-ce qui était réellement solide. On peut s'inquiéter de qu'est-ce qui était des croyances qui vont disparaître. Il y a des croyances peut-être qu'on avait qui, en rentrant des éléments nouveaux, des Français, des Arabes, des ça dans le territoire, eux autres vont peut-être modifier des croyances. On n'a pas à débattre des croyances, on a à débattre des réalités. L'économie, c'est une réalité. La politique, c'est une réalité. C'est ça qui est à défendre. Si on veut vraiment dire c'est mon pays. OK? Mais la survie est tout le temps dans le territoire pareil. Fait que plus il va y avoir de l'instinct au niveau des idées, plus il va y avoir de l'instinct au niveau des religions, plus il va y avoir de l'instinct au niveau de la façon d'établir sa famille, bien, c'est là que le combat va s'établir, peu importe le pays dans lequel on est. Si vous allez en Arabie, vous essayez de faire penser un Arabe comme vous, quand vous êtes en Arabie, vous allez voir qu'il y a des sérieux problèmes. Fait que si au Québec, on est tolérant, il va falloir que l'Arabe, puis le Noir, puis le ci, puis le ça deviennent tolérants aussi. Parce que c'est pas il n'y a pas juste une partie de la population qui soit tolérante. C'est que si l'Hindou, ou je sais pas qui est en conflit avec les Arabes, les Juifs, mettons, si les Juifs prennent de l'espace, les Arabes prennent de l'espace, il va falloir que les deux soient tolérants un par rapport à l'autre. Il n'y aura pas juste le Québécois. Donc là, on ne dira pas, il est Québécois. On va dire, en vivant au Québec, tu es obligé de développer de la tolérance. En étant au Québec, un homme va falloir qu'il parle différemment à sa femme que quand il est en Arabie. Hein? C'est ça qui va se passer. Ça, c'est pas une affaire que l'Arabe a le choix, là. Il peut peut-être se faire un ghetto, mais il ne pourra pas avoir un ghetto pendant 300 ans. Parce que ses enfants vont aller à l'école. Ses enfants vont vivre quelque chose qui va être différent de ce qui se passe dans la maison. D'autres choses qui sortent de l'extérieur de toi, de la façon que ça pense. Mm-hmm. Moi, je te donne une... Ça serait très facile rentrer dans une relation de couple si l'autre te contient bien. Ouais. Mais on a toujours l'impression que l'autre nous échappe trop souvent. Puis être échappé, c'est l'autre qui tient pas compte de ce qu'on vit. Me suivez-vous un petit peu? On demande un minimum de respect, puis il s'adresse à nous d'une façon, on va dire, vulgaire. Puis ça équivaut à se faire échapper. Il nous consulte pas quand à un moment donné, il y a quelque chose d'important qui se passe, puis il prend pour acquis qu'on va suivre.
Donc, en éliminant l'aspect consultation mutuelle, l'autre, il nous échappe. Vous me suivez? Puis tant qu'on respecte ce facteur de dialogue-là, dans le processus décisionnel vital, ben l'autre nous échappe pas. Fait que là, l'association, elle vit bien, elle survit bien, elle se développe même au-delà de la survie. Mais la grosse problématique, c'est encore une affaire de lecture basée sur l'instinct que tu m'appartiens. C'est mon mari, c'est ma femme. Ça veut dire, personne touche à ça, c'est moi qui décide de sa vie. Puis c'est l'impression qu'on a de décider de la vie de l'autre qui nous donne l'impression que l'autre nous appartient. Alors que, dans mes livres à moi, c'est la très nette impression de pouvoir consulter l'autre qui conserve l'appartenance. Vous voyez la différence? Plutôt que penser que l'autre m'appartient, je défends, je débats l'appartenance. Je protège l'appartenance. Parce que quelqu'un, il veut pas t'appartenir, mais il veut qu'il y ait quand même un minimum de reconnaissance pour conserver la force du lien. Mais c'est la consultation mutuelle qui établit ça. Vous me suivez? C'est ça qui est difficile à faire chez l'individu qui a de l'instinct. C'est qu'il s'approprie l'autre. Puis il prend tellement pour acquis qu'à un moment donné, l'autre peut devenir banal. Parce que c'est à moi. C'est à moi, ça peut être banal. Tu sais, un marteau tout neuf, on s'en occupe 2-3 semaines. Mais un vieux marteau de 3-4 ans ou 10 ans, garoche. Tu sais, il n'y a plus besoin de bon traitement. Il en a déjà eu assez. C'est ce facteur-là qui fait que les gens se séparent. Ils vivent le « je m'appartiens »,« tu m'appartiens », ils défendent pas l'appartenance. Ils pensent jamais que l'autre peut s'en aller. C'est très bon de penser que l'autre peut nous échapper si on ne le respecte pas. Ouais, la survie financière est raccordée à des gros problèmes d'association. Il y a un problème. L'argent, c'est un problème, quand il y a un problème d'argent, là, c'est un problème d'échange. L'individu n'est pas capable de trouver un environnement qui va l'absorber dans son échange pour lui redonner un salaire. La personne est tellement mal définie dans son rapport avec les autres, elle n'est pas capable de trouver un milieu ou un environnement qui absorbe son talent, sa compétence naturelle. Tout le monde est né avec un talent, mais tout le monde ne sait pas avec son talent comment le présenter. Il y a une question de marketing un petit peu là-dedans. Faut que tu saches te vendre. Moi, j'ai fait un travail qui était extrêmement marginal toute ma vie. Puis oublie pas, là, j'ai été à l'université puis je suis diplômé en marketing. Fait que, OK, le marketing a pu m'aider un peu, là, j'avoue, mais j'avais déjà un talent de vendeur naturel venant de ma famille. Mais j'ai quand même été dans des secteurs qui n'étaient pas évidents. Quand j'ai commencé en astrologie, c'était dans les années 65, 69. Le monde ne savait même pas le signe astrologique. Fait qu'il fallait avoir une grande force d'impact sur le milieu pour pouvoir gagner sa vie là-dedans. Puis je carburais à des gros salaires. Moi, là, je tenais 6 chiffres, souvent dans ma vie. Fait que ça veut dire que survivre, dans mon cas, ça n'a pas été un gros problème, tant et aussi longtemps que j'ai su protéger mes aspects pratiques de l'association. C'est trouver que ce que les autres voulaient, répondre à leurs besoins, etc. Fait qu'une personne qui sait répondre aux besoins des autres, elle n'est pas en survie. Mais il arrive à un stage dans la vie que peut-être tu n'es plus capable de répondre aux besoins des autres. Puis là, ben, ça limite ta capacité d'aller chercher un salaire, d'aller chercher un échange. Parce que ça revient toujours à une question d'échange. Qu'est-ce que tu as à donner aux autres pour que les autres te donnent quelque chose? C'est là la problématique. Fait que ça revient encore à une question de lecture. Qui t'es pour l'autre? Les autres te doivent-tu quelque chose dans la vie? Moi, je pense que non. Moi, je pense que toi, tu me dois rien. Mais si j'ai rien à te présenter, tu viendras pas consommer ce que j'ai à donner. Fait faut que je te le présente pour que ça satisfasse un de tes besoins. Mais c'est ma responsabilité, mais c'est la responsabilité à n'importe qui ici autour de la table de bien présenter ce qu'il a à donner. Il y a des gens qui savent même pas, rendus à 50 ans, ce qu'ils sont pour les autres. C'est un crise de problème, ça, là. Fait que quand tu sais plus ce que t'es pour les autres, t'as un problème. Parce que t'as un problème d'échange. Comprends-tu? Fait que la survie financière, c'est essentiellement un problème d'échange. Nous autres, on est dans le marché boursier. Puis comment t'appelles ça? Stock exchange. Échange. Toujours le mot échange qui est dans le portrait. Il y a un acheteur, il y a un vendeur. Puis il y a des marchés qui sont moins liquides que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins à donner que d'autres. Ils sont moins profitables pour toutes sortes de raisons.
que les marchés qui sont les plus liquides, c'est les marchés qui donnent le plus. Fait que dans les monnaies où on fait affaire, nous autres, c'est des structures bancaires des pays qui fonctionnent. Fait que l'Europe, c'est une des forces majeures de la société, puis les États-Unis, l'autre force majeure des États-Unis, de la planète, ben, ces deux forces-là, mêlées, combinées ensemble, ça fait ce qu'on appelle du Forex, Foreign Exchange, et puis là-dedans, ben, t'as entrée, sortie, vente, achat. Puis à cause de l'énorme potentiel d'échange, ben, il y a plein de monde qui peuvent vivre là-dedans. Mais où tu peux faire de l'argent, c'est où tu peux te mettre en échange. Puis où tu peux te mettre en échange, c'est là où il y a des centres d'achat, là où il y a beaucoup de circulation, comme on pense à eBay. Tu as des gugus à vendre, tu vends ça sur eBay. Si tu es super structuré, tu peux aller chercher 100 000 par année. Puis ça, moi, j'ai la preuve de ça. Mon gars vit de ça. Puis il vit très, 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 très bien, là, à vendre des lumières puis des Macs d'auto. Tu sais, fuck. Importé de Chine, là, mais c'est ça pareil. Fait que ça revient tout le temps à être dans un environnement qui se met en échange. C'est ça la clé de toute forme d'équilibre financier dans la société. Ça répond à ta question? Oui. Mais ceux qui sont pas capables de faire ça, puis ils rouspètent tout le temps, c'est parce qu'ils attendent. Ils attendent qu'il se passe quelque chose, puis les autres qui font rien, quoi. Écoute, les gens qui sont pas en échange, les gens qui sont pas en échange ont peut-être une sorte de, on va dire ça de même fort, là, un dégoût des autres. Fait que c'est sûr qu'un être qui est asocial a des grosses chances d'être pauvre. Puis si t'es pas capable de te trouver un secteur où t'aimes le monde dans ce que tu fais, ben, t'as pas grand chance d'échange dans la société. Moi, les gens qui chialent tout le temps après les autres, ça fait pas des bons vendeurs. Ça fait des gens très chialeux, très critiqueux, mais ça se met difficilement en échange de la critique. Tu sais, va faire de la critique, puis essaye d'être payé pour, toi, là. À moins d'être journaliste, en temps d'élection. Puis encore, il faut que ton point de vue ait une certaine valeur pour une collectivité, parce que si la collectivité te refuse dans ta critique, ben, t'auras rien. Ça revient toujours à de l'échange, tout le temps. Fait que les gens négatifs, les gens qui sont associables, les gens que, pour eux autres, les autres, c'est toujours la fin du monde, là. Ça, ces gens-là, c'est des morts vivants, là. Pour moi, c'est des gens, là, qui n'ont pas là à vivre. La critique dans ça, les gens qui critiquent tout le temps, là, qui attendent toujours que le gouvernement leur donne quelque chose, ils en ont jamais. Ouais, ben non, c'est sûr. Écoute, les millionnaires en ont jamais assez. Fait que j'imagine que quelqu'un qui est sur 800 pièces par mois, il n'a pas en avoir assez certain. C'est sûr. Je t'ai expliqué c'est quoi le problème de la survie. Le gouvernement, il va être de moins en moins capable d'un temps futur. Fait que la finance, c'est une question d'échange. Ça a été, moi, cette compréhension-là que j'avais là, de l'échange versus la finance, c'est ce qui m'a amené vers le stock market. Parce que tu as la certitude d'avoir un acheteur, puis tu as la certitude d'avoir un vendeur. Ouais, c'est le capitalisme à l'état pur. Peu, sans sortir de chez vous. Tout au bout. Fait que j'ai dit ça, c'est extraordinaire, cette affaire-là. T'es pas obligé d'acheter des bananes, puis de les voir pourrir si quelqu'un les achète pas. Tu sais, il n'y a aucun danger. Il y a toujours un acheteur, il y a toujours un vendeur. Zéro rejet. C'est tout. Il n'y a pas grand monde qui ont compris ça. Pourtant, je me suis battu à la gueule longtemps pour expliquer ça à ben du monde. Il n'y a pas grand monde qui a compris ça.